Bonsoir à toutes et à tous, c'est Bastien, bienvenue dans la Lucarne Verte, l'émission en direct sur Twitch du média Actu Synthé. Ce soir, je suis avec les grands amoureux de l'AS Saint-Etienne, mais en premier, nous allons présenter l'encyclopédie humaine de l'AS Saint-Etienne, Bonsoir à Monsieur tous. Albert. Salut Albert. Très merci à toi. On a aussi le plus argentin des Stéphanois, Monsieur Belvin. Bonsoir à tous. Merci l'ours. Et pour finir, on a un grand journaliste comme invité. Il est sur le site Evect et aussi sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. On a Monsieur Paul Rivoli. Salut. Merci à toi d'être là. Salut les garçons, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Merci à toi d'être venu. Au programme ce soir, nous allons donc débriefer la défaite de Saint-Etienne face à Sochaux 3-2. Puis nous ferons un petit duel sur la réorganisation tactique sur la défense suite à la blessure de notre capitaine Anthony Briançon. Et pour finir, on fera l'avant-match SC Bastia, AS Saint-Etienne. Donc, messieurs, on part sur le before, sur la troisième mi-temps, plutôt le match Saint-Etienne-Sochaux. Avec cette défaite cruelle, les Verts ont perdu. On va pas se le cacher que ça nous fait mal au cœur. C'était hier à 15h. Les Verts ont perdu 3 buts à 2. Je vais vous faire un petit résumé du match. Donc les Verts vont concéder l'ouverture du score par Tony Mauricio à la 3e minute. Et derrière, les Verts vont un petit peu galérer à revenir dans le match. Il y aura aussi un penalty non sifflé sur une main sochalienne. Et puis derrière, c'est les Verts qui vont égaliser en deuxième mi-temps avec Jean-Philippe Crasso à la 50e minute. Et puis derrière, vont même reprendre l'avantage dans le match grâce à Gaëtan Charbonnier sur un magnifique but, il faut être clair. Mais malheureusement, les Verts vont craquer, 89e minute. Un ballon file tout droit dans les buts. Notre capitaine se sacrifie pour essayer de le sauver. Malheureusement, il rebondit sur le poteau et revient dans le jeu. Et c'est Joël Dossou qui permet d'égaliser. Et en toute fin de match, les Verts craquent complètement défensivement. Et Ibrahim Sissoko frappe, détourné par Gauthier Larsonneur. Ça va dans le but. Défaite cruelle 3-2. Messieurs, c'est dur. Très dur comme défaite. Je veux savoir un petit peu votre ressenti par rapport à ça. Bien écoute, je suis plutôt très très déçu par le résultat, très déçu aussi un peu par la manière. Il faut bien le repas. À partir du moment où tu prends un but au bout de 3 minutes, c'est-à-dire on tombe dans nos travers, qu'on pensait loin derrière nous, avec ces 3 derniers matchs plutôt encourageants, forcément, on prend un bon coup sur la tête, d'autant plus que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au bout d'un quart d'heure, on aurait pu être mené 2-0, parce que Sochaux a une très belle occasion de revenir, d'aggraver la marque, et résultat, ils l'ont gâché, puisque nous, on l'a bref, 2-0, ça n'aurait pas été le même match. Et on aurait eu dans une situation quand même très 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 compliquée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas pris le match par le bon bout, au moins dans ce premier quart d'heure. Alors, est-ce que les consignes n'étaient pas appliquées? Enfin, moi déjà, sur le premier but, j'en veux beaucoup à mon conduit, qui s'est fait passer comme un... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il s'est fait passer comme un débutant. Résultat, au milieu de terrain, on s'est retrouvé bien démuni, bien déséquilibré, une défense aux abois et 1-0 au bout de 3 minutes. Bon, la situation est devenue déjà critique, alors qu'on avait le retour de nos supporters, en tout cas des ultras et ceux qui avaient manifesté leur boycott et qui étaient revenus. On ne pouvait pas mieux les remercier de leur retour. Voilà, je suis... Ouais, c'est un début de match qui ressemble à ce que tu fais chez eux déjà au match aller où tu te fais surprendre très, très rapidement. Maintenant, globalement, je trouvais que sur la première mi-temps, même si les Verts ont été en difficulté,
on a quand même plutôt pas mal pris la mesure de cette équipe de Sochaux. Tu as raison sur le fait que tu concèdes cette ouverture du score et que fatalement ça change la physionomie du match. Mais si tu regardes vraiment dans le détail, on n'est pas non plus sur une ultra domination statistique, en tout cas dans cette première période de Sochaux. Les Verts ont réajusté un petit peu la donne en deuxième période, mais on va en parler, j'imagine bien. Mais sur l'entame, pour le coup, j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment un coup de pas de bol, tu vois, ce but-là. Autant tu vois les buts que tu prends à Annecy, les buts que tu prends au match aller contre eux, tu es vraiment sur de l'attentiste pur. Là, c'est aussi le jeu qui appelle les erreurs. Monconduit n'a pas fait un grand match, mais sur cette action-là précisément, le foot appelle aussi les erreurs de jeu et à Sochaux, on en a profité. En tout cas, j'étais bord de terrain, je préfère le dire aussi, parce que souvent entre la vision qu'on a télé et bord de terrain, c'est toujours un peu différent. Mais de bord pelouse, j'ai pas eu le sentiment personnellement qu'on était ultra dépassé dans ce premier quart d'heure, en toute honnêteté. Ah non, je suis d'accord. Vas-y, Belvin. Moi, je dirais à peu près pareil, c'est-à-dire que moi, du coup, de COP, quand j'ai vu le début du match, tu prends un but bête. En fait, c'est un but où les mecs sont concentrés. Tu sens quand même qu'ils sont concentrés parce que tu regardes la suite du match. Sochaux, ça a plus défendu qu'attaqué. Ça t'a plus attaqué en contre qu'autre chose. Donc du coup, finalement, t'avais pris le match quand même correctement. Bon, tu te fais surprendre au bout de 2 minutes sur une action où t'es peut-être pas assez dedans tout de suite, mais sinon, ouais, non, tu fais un début de match qui est pas non plus si mauvais que ça, je trouve. Ah bah, on aurait pu être mené quand même 2-0 au bout d'un quart d'heure. Ouais, non, mais t'as raison. Après, tu peux aussi, quand tu revois un peu les éléments du match, il y a ce penalty, donc il va falloir forcément évoquer le fait de jeu, mais t'as des éléments qui font aussi que tu peux aussi rentrer à un partout à la mi-temps, c'est pas un scandale. Ouais, largement. Je suis d'accord. On a même, je vous ai trouvé même supérieur. Tu as raison sur cette première mi-temps, intrinsèquement, effectivement, notamment avec des faits de jeu qui nous ont été défavorables. Au moins un penalty aurait dû être sifflé. Peut-être pas 2 parce que le deuxième il est plus tangent, certes, mais un sûr. La main du défenseur, du défenseur sochalien, elle est tellement évidente que tu comprends pas comment ça a pu être oublié de la sorte. Mais je trouve quand même que ça reste pour moi l'idée, c'est que on est quand même retourné dans nos travers et que malgré tout, l'Arseneur, on en parlera peut-être, il n'a pas réussi à sauver les meubles. Et que, on voit bien que tu peux mettre n'importe quel gardien, si la défense n'est pas derrière, tu prends 3 buts, quoi. Bon. Sur cette première période, les gars, la main du Sochalien, comment vous l'avez vécu, vous, depuis le stade ou depuis devant votre télé? Moi, j'étais fou furieux. Vas-y. Vas-y. C'est pareil, en fait, moi j'ai un peu plus du mal parce que du coup, sur l'instant T, je la remarque pas tout de suite. Mais je sens qu'il s'est passé quelque chose quelque chose qui va pas. Et après, je re-regarde les replays sur mon téléphone et je vois tout de suite que ça va pas, quoi. Qu'il y a une main qui est quand même assez flagrante et que moi j'arrive pas à comprendre comment que ça soit l'arbitre de touche ou l'arbitre central a pas pu au moins la voir. Parce que c'est pas comme si le bras était assez collé. Non, le bras est vraiment décollé complètement et elle le touche correctement, quoi. Et ça annule quelque chose. Moi, c'est pareil. Oui, vas-y, Bastien. Ça a été flagrant. Moi, j'étais en tribune Cap Nord et j'ai vu la main. En fait, en suivant le ballon, j'ai vu la main. Tout de suite, c'était très flagrant que la main qui était collée du corps, qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être là, à ce moment-là, est-ce que les juges de touche n'ont pas vu? Je pense que l'arbitre, c'était compliqué peut-être pour lui de la voir, mais les juges de touche, pour moi, auraient pu le voir. Si tu étais bien aligné par rapport, on va dire, aux défenseurs, je pense que tu dois l'avoir, cette main. Après, malheureusement, on peut toujours refaire le match, hein.
c'est une erreur manifeste, mais Non, mais elle a c'est le destin. elle a son importance malgré tout. Qui plus est qu'elle est conséquente à une phase arrêtée. De mémoire, c'est un coup franc qui vient de la droite. Le ballon repart et il revient dans la surface de réparation. Et le geste de Skelly Alvaro, c'est pas uniquement un contact. Tu as vraiment un geste de main avec un contact prononcé. Il pousse le ballon vers le sol. Donc c'est vrai que c'est difficile quand même d'imaginer à minima que ni l'arbitre central, ni l'assistant n'ait eu une vision sur le ballon à ce moment-là. Autant le central peut être caché dans une situation, encore une fois, de coup de pied arrêté où il y a beaucoup de densité de joueurs dans la surface de réparation. Autant je trouve que le boulot de l'assistant, pour le coup, c'est aussi de regarder ce qui se passe au niveau des mains dans la surface. Et ouais, force est de constater qu'il y a eu un raté du côté du corps arbitral sur cette action-là. C'est Skelly Alvaro, le défenseur, j'ai mangé son nom tout à l'heure, qui touche le ballon de la main. Ouais, le numéro 4. Et puis surtout, oui, c'est ça, tu as raison, c'est ce qui est inadmissible, c'est que les deux ne l'ont pas vu. Ou s'il y en a un qui l'a, ou si, admettons, l'assistant ne l'a pas vu, l'assistant l'a vu, et ben il n'a pas alerté son central. Et ça, c'est quand même une faute. Si c'est le cas, c'est une faute professionnelle. Bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, à la télévision, parce que moi je l'ai regardé à la télévision, c'était tellement flagrant que on n'a pas compris. On n'a pas compris comment ça ne pouvait pas être sifflé. Ouais, ou alors l'arbitre est dans les anciennes règles en se disant c'est une main involontaire, donc ça ne se siffle pas. Mais il y a longtemps que cette règle a disparu. Après, involontaire, au vu du geste du bras, j'ai du mal à comprendre aussi involontaire là. Si vraiment il a dans sa tête eu un moment involontaire, j'ai du mal à. Ah, mais j'y crois pas non plus. Hein. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Je pense que voilà, c'est une erreur complète de leur part. Et je pense que ça a cautionné un peu la suite aussi de la rencontre. Parce que du coup, quand tu vis une injustice en début de rencontre, ça te touche quand même un peu. Que ce soit au niveau de ton équipe. Ouais, et en fait, ce qui est marrant dans ce que vous dites, c'est que nous, en conf de presse et en zone mixte, on va vers les joueurs, on leur parle un petit peu du déroulé de la rencontre, et ils t'ont tous expliqué. Alors, il n'y a personne qui est revenu qui a parlé sur cet épisode de la main hier, absolument personne n'en a parlé, mais ils t'ont tous dit que le fait est d'avoir été mené au score et d'avoir couru après le score pendant toute la rencontre, c'est peut-être aussi un petit peu ce qu'avait expliqué le trou d'air dans les 10-15 dernières minutes. Et le fait est d'avoir ce scénario où, encore une fois, tu te retrouves à devoir faire le jeu, revenir, etc., ça te bouffe pas mal d'énergie. Donc il est évident que si à la 18e minute de jeu, attention, un penalty sifflé, c'est pas un but automatique. Hein. Ah oui, non, mais il est évident qu'à un partout à la 20e, le scénario du match est peut-être légèrement différent, ce qui ne signifie pas que tu le gagnes pour autant, attention. Hein. Ah non, c'est il y a eu des carences dans le dernier quart d'heure qui ne justifient pas, enfin qui sont pas justifiées par le fait que l'arbitre n'a pas sifflé de main. De toute façon, le score, il est de notre faute. Hein. C'est les choix de notre entraîneur, notre niveau sur le terrain. Hein. On n'est pas. De toute façon, on peut pas se cacher derrière l'arbitrage à l'heure actuelle. Hein. Moi, je voulais vous soumettre une autre situation, les gars, sur la simulation de Kader Bamba. C'est aussi un match de penalty, hein, donc il y en a eu un peu sifflé pour les Verts. Sur la simulation de Kader Bamba, quel regard vous portez dessus ? Donc on le rappelle, fin de première période, Kader Bamba pénètre dans la surface de réparation. Monsieur Lesage siffle. On croit d'abord dans un premier temps à un penalty et finalement il avertit le joueur stéphanois pour une simulation. Comment vous avez vécu la scène ? Pour moi, j'ai revu la scène. Il n'y a pas de penalty parce que pour moi, ce que j'ai vu, et je l'ai revu le soir en rentrant sur le résumé qu'avait proposé Beansport, j'ai revu un petit peu. Pour moi, sur les images, ça paraissait plus Kader Bamba qui va plus sur Faussurier que Faussurier fait vraiment la faute. Alors il y a contact, oui, mais pour moi, il y avait peut-être faute en cherchant une simulation, mais il n'y avait pas carton jaune. Ah oui. Pour moi, tu mets pas carton jaune. Je suis entièrement, oui. Il y a peut-être simulation, je peux être d'accord. Non, mais même pas. Alors, je peux pas mettre carton jaune sur un truc. Je comprends. Alors, pareil, en direct, que l'arbitre n'ait pas sifflé ce penalty, je trouve pas ça scandaleux. Sincèrement, je n'ai pas trouvé cette décision scandaleuse. Par contre, j'ai absolument pas compris ce carton jaune pour simulation, parce que je vois pas comment il a pu simuler alors que le contact existe. On le voit bien en direct aussi.
il me semblait que ce n'était pas suffisant pour siffler penalty. Mais alors voilà, cette décision me semblait largement inappropriée. Enfin, le carton jaune pour simulation. Moi, j'avoue que du stade, quand en plus ça se passe devant moi, parce que du coup c'est Cop Nord, donc c'est devant moi en première mi-temps, pour moi, vu que j'ai pas de ralenti, pour moi il y a penalty 100 fois, parce que je vois les deux Nantais se rapprocher, Kader Bamba essayer de passer au milieu, je le vois tomber et je vois l'arbitre siffler et je le vois mettre un carton jaune à Kader Bamba. J'ai trouvé ça quand même assez lourd de conséquences aussi, parce que bon, tu joues pas pareil avec un carton jaune, déjà de une, et puis je trouvais pas une simulation dans ça. Je pensais plus à une réelle faute qu'à une simulation. Après, techniquement, de toute façon, malheureusement, c'est comme ça. Il y a des faits, et des fois, l'arbitrage va se trouver. Après, on va quand même juste faire un mot sur il y a 2 joueurs qui nous ont quittés sur blessure. Il y a Kader Bamba qui nous a quittés sur blessure. Apparemment, ce serait pas trop grave et il pourrait peut-être rejouer plus rapidement. Mais l'autre blessure, c'est le capitaine, Anthony Briançon, qui s'est blessé sur ce sauvetage en s'écrasant le tibia sur le poteau. Bon, il n'y a pas de fracture, apparemment. Il serait disponible 3 à 4 semaines. On lui souhaite vraiment de se rétablir déjà le plus rapidement possible. Il a le soutien du peuple vert, je pense. Et de toute façon, voilà, malheureusement c'est comme ça. On perd un joueur important, un moment important. Et maintenant, on va peut-être parler des choix, parce que c'est ce que beaucoup reprochent. Et ce que beaucoup reprochent sur cette défaite, c'est les choix de Laurent Batles. Je vais quand même juste avant qu'on en parle, on va quand même les évoquer, parce que il a changé un petit peu il a fait plusieurs changements. Donc à la 76e, il fait sortir Léo Petro. Il sort Mathieu Cafaro et il fait rentrer donc, en fait, ces choix sont plutôt questionnent. Les choix de Laurent Batles questionnent. On t'entend, Bastien? Donc les choix de Laurent Batles questionnent. Oui, on t'entend. Ouais, c'est bon, Bastien, c'est bon. Vas-y. Ouais, oui, je disais juste les changements. Donc c'était 76e Léo Petro qui rentre qui rentre à la place de Mathieu Cafaro, et il a fait mettre Nielsen Nkunku un peu plus haut sur le terrain. Et après, donc, c'est 76e, 3 minutes après, il y a le but de Gaëtan Charbonnier. Et 84e, c'est là où les changements, on va dire, ont beaucoup posé question. C'est la sortie de Gaëtan Charbonnier et de Nielsen Nkunku. Donc Charbonnier est sorti pour faire rentrer Diane Chambost, et Nkunku est rentré. Moi, je voudrais quand même revenir, même si. Et derrière, 5 minutes plus tard, on encaisse rapidement. Je voudrais quand même revenir sur la composition de départ. Et j'ai été très surpris de voir Kader Bamba titulaire dans cette jeu. Dans la mesure où, en conférence de presse, Laurent Batles nous dit qu'il n'était pas prêt physiquement. Et malheureusement, il se blesse. Alors, est-ce que c'est une relation de cause à effet? Bon, vous allez me répondre, j'en sais rien, mais quand je l'ai vu se blesser, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. D'ailleurs, j'avais écrit sur mon petit compte Twitter, parce que je ne connaissais pas tous les tenants et les aboutissants, que je pensais sincèrement que Kader Bamba allait être le joker de luxe, encore cette fois-ci. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vrai que Laurent Batles nous a pas tellement habitués à des coups de bluff en conférence de presse depuis le début de saison. Force est de constater que ce coup-ci, il nous a tous un petit peu eu. Voilà. Alors, sauf si le projet c'était pas du tout de faire jouer Kader Bamba de base, ce qui peut aussi être possible. Mais on a tous été, tu l'as dit, très surpris de le voir débuter cette rencontre. Maintenant, sur la blessure en elle-même. Bastien, tu évoquais potentiellement une blessure légère. Attention quand même, ça ressemble beaucoup à un claquage. On n'a pas eu la confirmation, nous, aujourd'hui, du côté du club. On l'aura demain lors de la conférence de presse. S'il s'est claqué, Kader Bamba, il rate les 4 prochains matchs. Donc, au moins, oui. Ça a son importance, surtout que les matchs sont très rapprochés sur les 15 prochains jours. Donc, attention malgré tout. Et après, sur la compo de départ, il y a ça. Et il y a la sortie de Victor Lobry aussi, qui était un peu l'homme de base de Laurent Batles depuis 6 mois, et il a décidé aussi de s'en priver.
à tort, à raison, on pourra en débattre, parce que Victor Lobry est quand même impliqué sur les 2 buts stéphanois. Mais ouais, sur Kader Bamba, c'est dommageable. Il a peut-être pas apporté ce qu'on avait entrevu de lui du côté de Niort. Après, c'est pas la même adversité non plus. Sochaux, défensivement, c'est quand même une équipe qui tourne pas mal. Oui, mais je me disais que s'il n'est pas prêt physiquement, vaut mieux le faire entrer après, parce que quand tu joues contre des joueurs qui sont frais, si physiquement tu n'es pas prêt, tu peux difficilement faire la différence, ou tu as plus de difficultés à faire les différences. Maintenant il est blessé pour plusieurs semaines très certainement, ça veut dire que là aussi il va falloir trouver une solution de remplacement, ce ne sera pas simple. Et puis maintenant, venons-en au choix de Laurent Batles dans ces 10 dernières minutes qui ont été catastrophiques, qui ont été désastreuses pour nous, quoi. Après, oui. Est-ce que ces changements-là, parce que sur les 10 dernières minutes, même on peut prendre le changement Petro Cafaro, il a surpris plus d'une personne, pour certains, de ce que j'ai pu lire. Après, dans un sens, l'objectif était de faire monter Nkunku un peu plus haut, donc du coup. Et en plus de faire ce changement-là a apporté un peu plus de liberté à Nkunku qui a bien aidé offensivement, et finalement on marque après ce changement-là. Donc ce changement-là, je pense pas que c'est le point noir de ces changements. Par contre, après derrière, on peut se poser la question, sur les 10 dernières minutes, il fait sortir Charbonnier, il fait sortir Nkunku, et là on sent quand même que sur la rentrée de Dylan Chambos, qui doit prendre la place de Nkunku si je me trompe pas, et donc du coup doit faire ce boulot-là d'aider Petro et de pas le laisser seul. Les deux buts viennent de ce côté-là, si je me trompe pas, les 2 buts viennent de ce côté-là, et donc du coup, complètement. On peut se poser la question, est-ce que le choix de Dylan Chambos à ce poste-là, à ce moment-là du match, et est-ce que c'était pas la peur vu que tu gagnais, la peur du résultat, de vouloir un peu plus bétonner, et peut-être il a pas réussi il s'est peut-être fait plus peur qu'autre chose. À mon sens, t'as 3 explications. Encore une fois, on va le dire, mais quand on connaît la fin de l'histoire, c'est plus facile de l'analyser aussi. C'est-à-dire que c'est facile pour nous de faire des analyses aujourd'hui, dans la mesure où on connaît le scénario, on sait ce qui s'est passé. La première explication, c'est celle que tu as donnée, Albert, c'est-à-dire que Laurent Batles s'est trompé dans le choix des entrants. C'est-à-dire que les joueurs qui sont rentrés, c'est un déficit de niveau, et c'est ça qui te coûte le match. La deuxième explication, c'est le changement de système qui peut aussi te coûter le match, parce que Laurent Batles bascule de son 4-4-2 pour un 4-3-3. Il y a des joueurs qui sont intervertis sur leur poste, tu en as parlé. Donc ça peut être la deuxième explication. Et la troisième explication, c'est celle que j'ai, moi, à la sortie du match. Encore une fois, je suis bord pelouse, donc j'ai pas la profondeur, j'ai pas la vision globale. C'est que je pense que Laurent Batles n'a pas fait sortir les bons joueurs. Que Thomas Monconduit finisse cette rencontre, par exemple, je trouve que on est un peu sur une problématique. Je dis pas que Thomas, encore une fois, je juge pas le match de Thomas Monconduit. Il n'a pas été, c'est pas son meilleur match, mais sur le niveau physique et sur la condition dans laquelle il a terminé la rencontre, je pense que Thomas Monconduit, même pour les joueurs qui sont rentrés, Dylan Chambaud, Léo Petro, etc., Thomas Monconduit aurait peut-être dû être changé plus tôt. Et j'ai plus le sentiment que Laurent Batles s'est trompé dans les joueurs qu'il a fait sortir plus que dans les joueurs qui sont rentrés. Même si, force est de constater, quand on regarde les images, les joueurs impliqués sur le 3e but, et c'est criant, notamment pour Jimmy Giraudon, donne quand même raison plutôt à la première ou deuxième supposition que je mettais en avant. Oui, tu as raison, mais je vais faire encore plus l'avocat du diable. La sortie de Nkunku 8 minutes après la rentrée de Petro, c'est-à-dire que le système imaginé par Laurent Batles ne peut plus fonctionner. Est-ce qu'il ne pourrait pas le voir au moins 10 minutes avant que Nkunku ne finira pas le match? Parce qu'il met un système en comptant sur son positionnement plus haut. Ouais. Donc un système qui n'est pas viable d'entrée de jeu, pourquoi le mettre en place? Après, je pense, fait aussi un petit peu avec les moyens du bord. La réalité, on en parlait juste avant, c'est que les joueurs ont eu quand même un gros abattage physique pour revenir dans cette rencontre. Ils se sont littéralement arrêtés de jouer aussi. C'est-à-dire que les mecs qui sont revenus au score, ils ont abandonné le ballon sur le dernier quart d'heure. Donc les changements de Batles ne viennent pas valider, ne viennent pas corroborer un petit peu tout ça, mais la réalité, c'est que tu étais cuit, je crois, et qu'il y a surtout des joueurs qui n'avançaient plus. Je parlais de Thomas Monconduit parce que c'était assez criant, moi c'était assez visible. Mathieu Cafaro qui quitte
toute la pelouse est aussi très fatiguée. Et mis à part Aymen Mouefek au milieu de terrain qui a continué à avoir à peu près le même niveau physique et la même implication, toute l'équipe a énormément chuté. Et tu t'es retrouvé avec une équipe qui était scindée en deux. En plus, ils ont attaqué sur ton côté faible et tu t'es fait percer. Parce que le dernier but, effectivement, il est construit côté droit, mais tu te fais percer plein axe. Hein. Là, le ballon, il arrive plein axe. Donc, ouais, c'est vrai que c'est peut-être le premier match où les changements de Batles ont autant d'impact négatif sur le résultat. Ouais. D'impact négatif. Oui, vas-y, Melvin. Ouais, après, on peut se dire aussi que peut-être sur ce match-là, un Bouchoirie nous a beaucoup manqué. Parce que faut pas l'oublier, mais au milieu, peut-être que lui nous a peut-être beaucoup manqué sur ce match-là au niveau de l'abattage du milieu, même en fin de match, quoi. Dans sa capacité à conserver le ballon, il t'a manqué. Maintenant, sur le défi physique que t'ont proposé les Sochaliens, ouais, il aurait peut-être eu plus de mal. Je sais pas, ouais. Bon. Mais c'est vrai que Benjamin Bouchoirie, qui rentre à la 75e minute, il a cette capacité de te garder le ballon 1 seconde, 2 secondes dans les pieds, de faire temporiser ton bloc équipe, et c'est un avantage, ouais. Oui, mais moi, ce que je comprends pas, enfin, pareil, hein, encore, je vais être l'avocat du diable, mais on est on va dire presque en début de saison, en début de deuxième partie de saison. Donc, physiquement, comment c'est possible d'être à la ramasse au bout de 80 minutes ? D'autant plus qu'on a. Sur Thomas Monconduit, ça s'explique. Il est blessé depuis le match de Rodez. Il a joué 20 minutes cette saison, enfin cette année. Voilà, il revient. On peut l'expliquer. Après, c'est aussi une période, et je vous l'apprends pas, messieurs. Il fait moins 5 degrés à Saint-Etienne. C'est une période qui est très propice aux blessures, et c'est pas propre à l'ASS. Hein, dans tous les clubs de France, c'est comme ça. La période où vous avez le plus de blessures, c'est entre grosso modo 1er novembre jusqu'au 1er mars. Et les organismes sont sursollicités. Voilà, j'ai pas senti non plus que l'ASS avait chuté physiquement de manière assez criante, mais c'est plus sur un ou deux joueurs où on peut se poser la question effectivement du niveau physique. Sur Thomas Monconduit, comme je le disais, c'est assez facilement explicable. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être ça qui a joué sur la fin. Ouais, bien sûr. Sur la fin, c'est peut-être tes 10 dernières minutes, tu vois qu'il y en a 2-3 qui ont un peu plus de mal à faire les replis défensifs. Ceux qui rentrent t'apportent pas plus que ça défensivement en sûreté, donc ouais, au final tu vois, tu fais la même fin de match face à Laval, tu recules de la même façon et pourtant t'encaisses pas de but. Il faut aussi prendre en compte l'adversité, on l'oublie tout le temps, mais du côté de Sochaux, l'entrée d'un Jodel Dossou a été complètement déterminante pour eux. L'entrée de Sissoko, ce sont les entrants qui font la différence du côté de Sochaux, donc il faut aussi prendre en compte le fait est que Saint-Etienne est tombé sur une équipe qui avait les armes sur le banc pour la chambouler, voilà. Donc ça d'accord, mais pareil, donc moi je vais revenir, c'est que autant de changements en si peu de temps, est-ce que c'est pas ça aussi qui a désorganisé notre équipe ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu les faire plus tôt ou plus échelonnés pour permettre à l'équipe de prendre de ses marques ? Moi j'entends ton interrogation, Albert, mais est-ce que le troisième but tu le prends pas aussi parce qu'il y a 4 minutes d'arrêt de jeu, enfin il y a 4 minutes de coupure parce que tu as ton capitaine qui a la jambe ouverte en deux sur le bord de la pelouse. Ça c'est vrai. Sur l'égalisation, je suis d'accord avec toi. Mais sur le dernier but, t'as une équipe qui est pas repartie. Les Verts sont pas repartis. Mentalement, ils ont pas. Ils ont vu Briançon partir. Mentalement, on est effondré. On s'est effondré. Hier, j'en ai parlé parce que effectivement, à la télé, on le voit bien. Enfin, à la télévision, on le voit bien. Louis Mouton est en larmes. Donc, on se rend compte à ce moment-là que potentiellement, il y a quelque chose de grave. Et peut-être que, mentalement, les joueurs ont craqué en pensant peut-être à ce que Anthony Briançon pouvait subir ou aurait pu. Non, et puis tu t'arrêtes. C'est surtout que tu t'arrêtes complètement. C'est-à-dire que t'arrêtes le match. Est-ce que vous vous souvenez de l'attitude des Sochaliens quand ils égalisent ? Parce que moi, ça me surprend. Ils égalisent. Ils vont chercher le ballon dans le filet et ils courent, ils sprintent au milieu du terrain pour réengager. Ils voulaient gagner. Ils voulaient le gagner ce match. Ils voulaient le gagner. Ils étaient dans une dynamique de le gagner. Et eux, pendant la coupure, pendant la blessure de Briançon, ils sont restés dans cet état d'esprit-là. Donc,
Les changements de Batles, encore une fois, c'est le premier match où j'ai pas tout compris, j'ai pas tout saisi. Il a été assez vague en plus quand on lui a posé la question en conférence de presse. L'idée de départ, c'était de gérer la profondeur et de gérer l'entrée de Sissoko. Sur le choix des hommes, on n'a pas réussi à aller chercher. Il y a une nouvelle conférence de presse demain matin avant Bastia. On lui reposera sans doute la question. Mais la réalité, c'est aussi que votre équipe, elle s'est complètement arrêtée. Littéralement. Bah, je pense qu'aussi tu perds ton capitaine, le mec qui arrive à tenir un peu ta défense. Psychologiquement, ça tu pèteras un coup. Ça a été dur, je pense, pour l'équipe de rebondir après un truc pareil. Là, tu vois ton capitaine qui sort sur civière. Ouais, puis l'image était pas belle. Elle s'est arrêtée. Oui, elle c'est vrai, regardait. c'est vrai. L'image est pas belle, parce que apparemment, c'est pas beau à voir. Parce que quand on le voit sortir, on pense tous qu'il a la jambe ouverte en deux. Enfin, littéralement, il a la jambe ouverte en deux, ça c'est le cas. Mais on pense tous que la jambe elle est pliée en deux surtout. Et en Cop Nord, je sais pas si vous l'avez entendu, moi j'étais bord pelouse, mais le bruit, les cris et le bruit lors du contact avec le poteau. C'était assez effroyable quand même. Ça fait peur. Et puis ces cris ont été effroyables. Et puis quand tu voyais que la civière mettait du temps à arriver, tu te disais mais ils prennent pas la conscience de la chose, parce que franchement ces cris ont fait vraiment peur. Moi c'est à la télé, c'est Louis Mouton en pleurs. Enfin, en tout cas en larmes. On le voyait sur le point de pleurer, et qui nous a fortement alarmés en disant qu'il y avait potentiellement quelque chose de grave. Bon, finalement, c'est moins grave que redouté. Mais n'empêche que 4 semaines d'absence, c'est minimum. Minimum, oui. Si ça cicatrise bien. Oui, si ça cicatrise bien, dans une période où, j'ai un peu vu le calendrier, on va recevoir tous nos adversaires directs. Enfin, on va jouer, pas recevoir, mais jouer tous nos adversaires directs. Donc son absence va être plus que préjudiciable, ça c'est clair. Vous avez pas un débat là-dessus, non? C'est une émission bien faite. Hein. Il y a des liens là. Enfin, ça bosse. Hein. Ça bosse chez Actu Synthé. Hein. J'ai le souci à me faire, moi, pour mon boulot, les gars. Hein. Pas de souci là-dessus. Effectivement, on peut se demander qui pour le remplacer numériquement. Comment donc Melvin, tu veux commencer? Tu pencherais pour qui? Je dirais Petro quand même. Donc Petro pour le remplacer. Donc pourquoi tu penses que ce sera lui qui sera désigné? Pourquoi Petro? Parce que ça fait quand même quelques matchs avant le match contre Sochaux, ça fait quand même quelques matchs qu'il était titulaire. Certes, latéral gauche, mais il a prouvé quand même que défensivement il était présent. Dans le défi physique, je pense qu'en centrale, à côté d'un saut, en défi physique, ça peut être un homme qui peut apporter, en sachant que si Nkunku est titulaire, tu peux avoir cette vitesse à côté de toi que Petro a moins pour rattraper, et à côté de lui en plus il a Saut qui est aussi rapide. Donc je pense que Petro peut être le bon choix, en sachant que il allie quand même une certaine expérience, parce qu'il commence quand même à avoir certains matchs, même si c'est pas une grosse expérience, il a quand même une expérience, et je pense que Petro est peut-être l'homme qui peut bien aller avec Saut, je pense. Ouais. Stop, d'accord. Donc moi je vais me faire aussi l'avocat du diable. Attention. Hein. Il me semble que Saut sera titulaire, et il faut quelqu'un pour l'épauler, quelqu'un qui ait lui également de l'expérience, capable de l'encadrer, revanchard, parce qu'il a, je pense à Giraudon. Je sais, vous êtes en train de me tous avoir des tu vas mettre le feu à Twitter là. Très, tu veux ton nom ouais. Allume la mèche. Je vois pas Nadé, parce que pas assez d'expérience. Le duo Nadé-Saut n'est pas suffisamment, me semble-t-il, performant. Donc il faut quelqu'un qui soit capable d'encadrer Saut. Il a, comme je le disais, il a besoin de jouer. Il est revanchard parce qu'il est remplaçant depuis le mercato d'hiver. Il a besoin de prouver que sa sortie sur carton rouge contre Rodez
qui est sa dernière apparition, qui vaut mieux que ça, et qu'il pourrait être l'homme de la situation, bien préparé, bien psychologiquement armé par le staff pour remplacer Briançon, sachant que moi ce que j'ai peur c'est que Nkunku soit aussi trop fatigué, qu'il ne tienne pas le match, ce qui veut dire que Petro devrait alors basculer à gauche et le faire en plein milieu de la rencontre, ce n'est pas la meilleure solution. Plutôt, vaut mieux avoir une défense solide d'entrée de jeu avec Giraudon, Petro à gauche, si Nkunku voilà. Top. Donc, voilà mon idée. Après, effectivement, je sais qu'elle porte à débat, il n'y a pas de doute. Qu'en pensez-vous d'ailleurs ? On va dire que c'est même pas qu'elle porte à débat, c'est surtout que je pense que son entrée en plus face à Sochaux va pas l'aider dans l'esprit collectif de se dire C'est ça. on a envie de le voir encore. C'est surtout ça. C'est vrai, je suis d'accord. Le troisième but, il est, on va dire, pratiquement pour lui, quoi. Il est pas. Ouais, c'est pas tout à fait vrai, mais parce que c'est pas. Il y a pas que lui. Non, mais t'attends de lui qu'il fasse l'intervention, par Oui, contre. c'est ça. Exact. Tu te demandes si Briançon est pas capable de la faire lui. Il l'a fait plusieurs fois. Oui. Il l'a fait plusieurs fois déjà. Mais bon, voilà. Du coup, est-ce que dans cette situation-là, il est pas capable de la faire plus ? C'est sûr. Mais là, tu vois, dans ces 10 dernières minutes, et là je vais y revenir, je veux revenir dans ces 10 dernières minutes, si t'as pas une défense qui tient la route, tu peux mettre n'importe quel gardien, et il se prend 3 buts. Parce que l'Arsenal, certes, quand même, sa sortie sur le deuxième, elle n'est pas maîtrisée. Il y aurait eu, à mon sens, penalty. Oui. Donc tu peux mettre d'autres gardiens et ça fait pas but, on est d'accord, ouais. Moi je pensais le contraire, c'est que tu peux mettre mais n'importe lequel de notre effectif, tu veux dire ? Oui. Non, mais ça, oui. Oui, de notre effectif, je pense que. Non, mais même n'importe quel bon gardien, si tu lui mets pas une défense correcte devant lui, eh bien, on peut pas en attendre des miracles à tous les matchs. Hein. Ah oui, c'est sûr. Après, il fait finalement l'Arsenal, à part les 10 dernières minutes où voilà, il prend des vagues et donc du coup un peu plus dur sinon il fait un match quand même assez correct. Hein. Dans l'ensemble, il fait les arrêts qu'il a besoin de faire, il rassure sa défense sur certains trucs. Après, oui, c'est clair que les 10 dernières minutes, Je suis curieux. Nous, on met des notes. La presse a l'habitude de mettre des notes. Je suis curieux de savoir quelle note vous mettriez à l'Arsenal sur cette rencontre, sur 10. Moi, je resterais sur 4. 4,5. Sur 4. Pour deux choses. La première, effectivement, cette sortie non maîtrisée qui aurait mérité penalty. Et donc, forcément, pas forcément, non. Mais potentiellement, malgré tout, l'égalisation, si comment il s'appelait celui qui a égalisé à deux partout. Jodel dessous. Voilà. S'il l'égalise pas, il y aurait penalty. Et donc, ça, c'est quand même sa sortie. Deuxièmement, je le trouve très faible. Alors, c'est très faible sur tous ces dégagements aériens. Là, il faudrait qu'on regarde la statistique, mais à mon avis, ces dégagements aériens, soit ne trouvent pas la cible, carrément, soit pour moi, sont très faibles. Le reste, très sincèrement, c'est clair qu'il est du meilleur niveau que ceux des gardiens qu'on a aujourd'hui à Saint-Etienne, et notamment contre Niort, c'est clair, hein, son arrêt à la 83e nous maintient dans le match. Ça, il n'y a pas de doute. Déjà rien que pour ça, il a déjà des bons points. Mais sur le match contre Sochaux, apparemment. Donc c'est un 4 pour toi alors ? Oui, moi c'est un 4. Sincèrement. Après, c'est ce qu'il a pris dans le progrès, c'est ce qu'il a pris chez nous, et c'est ce qu'il a pris aussi. On a un système de notation sur le site, il prend, je crois, 3,9 quand on fait la moyenne de toutes les notes données par les supporters. Donc on est globalement dans la réalité de son match, en tout cas, que ce soit côté presse ou côté supporter. Et une chose que j'ai regardée là très rapidement, à Valenciennes, il n'a jamais pris 3 buts. Enfin, cette saison, il n'a jamais pris 3 buts. Et il vient à Saint-Etienne, il en prend 3. Donc ça prouve bien que c'est pas non plus un problème de gardien uniquement. Non, bien sûr. Après, non, voilà, faut se poser la question, ouais, du coup, est-ce que le remplaçant de Briançon va réussir à quand même, donc Petro ou Giraudon, sur ce qu'on était, est-ce qu'il va réussir à continuer à stabiliser la défense, vu que Briançon arrivait quand même avec Sceaux depuis quelques matchs à stabiliser une défense
certes, aujourd'hui, hier, ils en prennent 3, mais bon, depuis, il y a eu, bon, quand ils n'étaient pas, ils étaient pas tous les deux, Non. mais les deux ont joué, et il n'y a qu'un but qui est pris. Sur Laval, t'en prends pas. Sur Niort, t'en prends pas. Là, t'en prends. On va dire C'est pas que. le même niveau non plus. C'est pas le même niveau non plus. Ah, Enfin, c'est je sûr, sens vouloir, c'est sûr. voilà. Sochaux, c'est sûr, quatrième. Hein. Ah oui, non mais là t'es tombé sur un gros morceau de la Ligue 2, faut pas se leurrer non plus. Hein. Mais bon, est-ce que faut se demander, est-ce que Petro ou Giraudon sera capable quand même de ramener la stabilité qu'avait Briand? Ah, c'est compliqué sur vos arguments, messieurs. Je sais pas à qui je donne le point. Je suis un peu réceptif aux deux, à vos deux argumentaires. La réalité, c'est qu'il y a 3 matchs dans la semaine. Après, si tu es capable de me faire un petit chèque, je te donne le point, Albert. Hein. Tu sais, la corruption dans le journalisme, c'est bien connu. Ah, fallait me le dire, ça. J'avais pas préparé. Non, je suis réceptif à l'argument de attention du match, 3 matchs en une semaine, avec un joueur, Nice Nkunku, qui est malgré tout en reprise. Il y aura des besoins côté gauche. Et aujourd'hui, la seule personne qui peut remplacer Nice Nkunku côté gauche, c'est Léo Petro. Il y a la solution Michael Nadé, qu'on n'a pas oublié, mais qui fait pas partie du groupe de l'AS Saint-Etienne depuis 2 matchs, qui est en instance de départ, Michael Nadé. Donc sur ce match-là précisément de Bastia, je pense malgré tout qu'on devrait s'orienter vers un retour de Jimmy Giraudon. C'est ce qui me paraît le plus probable. On posera la question demain à Laurent Batles en conférence de presse, mais c'est l'association qui me paraît la plus probable, tout simplement parce que vous avez besoin de Léo Petro côté gauche. Voilà. Donc les Verts avancent sur un axial, c'est pas un secret. Ils vont essayer de faire un axial gaucher en plus d'ici le 31 janvier. Donc ils sont en train d'avancer dessus. Mais ce joueur-là, il sera pas titulaire il sera pas titularisé même s'il arrive demain pour jouer à Bastia. Il pourra l'être après pour les réceptions de Dijon et Annecy et Dijon dans ce sens-là. Mais sur le match précisément de mardi, je sais que les supporters vont grincer des dents, mais il va falloir s'attendre à une défense Giraudon-Bonso. D'autant plus que, à mon avis, le match le plus important, c'est pas Bastia, mais bien la réception d'Annecy. Ouais, les deux sont importants quand même, je pense. Comptablement, c'est sûr que Annecy est plus proche de toi. Donc, Mais le plus important restera alors à ce moment-là Dijon, qui est vraiment très très proche de toi et qui est. Je vais faire une phrase de footeux, basique. Vous m'excuserez de ça, mais dans la situation de l'AS Saint-Etienne, le match le plus important, c'est toujours celui qui arrive. Oui, réellement, on n'est plus dans une position de se dire ça serait bien de prendre tant de points cette semaine, etc. Non, c'est une position d'urgence où sur tous les matchs, il faut que tu prennes tous les points sont importants. Ah ouais, mais clairement. Le souci, et on va y venir, c'est que Bastia, c'est 5e. Alors, je sais pas combien ils sont arrivés à être 5e, mais ils sont 5e. Donc, c'est pas le même niveau qu'Annecy. Et du coup, tu fais très bien d'en parler, Albert. On va parler du coup du match Bastia-ASSE, donc qui va se dérouler mardi 31 janvier à 20h45. C'est la 21e journée de Ligue 2. Ce sera au stade Armand Cesari, dit le stade Furiani. Albert, est-ce que tu peux nous faire un petit historique des rencontres entre Bastia et Saint-Etienne? C'est pas un club très très ancien, c'est clair, de championnat. Contre Saint-Etienne, c'est 56 matchs. On est largement positif par rapport à eux. 31 victoires, 12 nuls et 13 défaites. D'ailleurs, le premier match contre Bastia, c'est le 24 novembre 1968. Bastia, on avait joué à Bastia Alors, il y a plusieurs grands joueurs stéphanois qui ont joué à Bastia. Et donc, sur ce match-là, en 68, Rachid Mekloufi, qui est quand même un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'AS Saint-Etienne, sinon le meilleur. Entre Salif Keita et Rachid Mekloufi, il y a débat. Il a fini sa carrière à Bastia. Si on veut parler de Bastia, l'histoire de Bastia, c'est sa finale en Coupe de l'UEFA pour les plus anciens. Et dans cette équipe-là, a joué 2 joueurs qui étaient prêtés par Saint-Etienne. Félix Lacuesta, peut-être moins connu, parce qu'il a joué 16 matchs, je crois, de mémoire. Et par contre, l'autre, c'est Jean-François Larios. Jean-François Larios qui a explosé à Bastia pendant ce prêt pour revenir après à Saint-Etienne et être un titulaire indiscutable. Et d'ailleurs présent pour le dernier titre de champion de France en 1981.
Et moi, je soulignerais. Pardon? Et donc, moi. Oui. Moi, je Il y avait une soulignerais, rencontre je particulière, soulignerais quand même un autre joueur stéphanois qui a joué ensuite à Bastia, mon idole de jeunesse, si je peux m'exprimer Lenny ainsi. Pintor, voilà, dis-le, Lenny Pintor. Tu peux le dire. Ah non, tu m'auras pas comme ça. C'est bien évidemment Lubomir Moravcik. Eh oui. Ah. Qui a joué ensuite à Bastia et après terminé au Celtic de Glasgow. Et sur 2 rencontres que je peux vous citer, la première aussi, et les plus anciens de nos auditeurs, c'est la finale 1980 de Coupe de France qu'on a perdu, que l'ASS a perdu contre Bastia avec un but de Roger Milla, qui jouait à Bastia à l'époque, futur stéphanois. Et une autre rencontre plus proche de nous, peut-être moins importante, mais quand même, c'est une rencontre en 2013 de mémoire où Bastia vient obtenir le match nul à la 93 ou 94e minute, but de Modesto, je ne sais pas si ça vous a rappelé, si ça vous dit. Et c'est ce match nul nous enlève 2 points. Et ces 2 points. Ça fait 2-2, non? C'est ça? Ça fait 2-2. Ouais. Et on rate le podium pour 2 points cette saison-là. Ouais, alors, bien évidemment, c'est pas ce seul match. Mais le but de et d'ailleurs, Albert, mais tu gagnes 2-0 ce match-là, ouais. Tu gagnes 2-0. Oui, on mène 2-0. Ouais. On mène 2-0. Et le but de Modesto, 1 mètre hors jeu, au moins. Enfin, vous regarderez le replay si ça vous intéresse, enfin si vous êtes curieux. Et de manière incroyable, il arrive à égaliser. Le but est validé alors qu'il a 1 mètre hors jeu. Et c'est les 2 points qui nous manquent pour la place sur le podium. Voilà, si je peux. Oui. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ce match-là, c'est le match de l'inauguration du COP Sud qui avait été rénové. Ouais, c'est ça. Tu as tout à fait raison. C'est ce match-là où il est rénové, je crois bien. Tout à fait. Et voilà. Donc, voilà, les 2 matchs qui me viennent en tête quand on parle de Bastia, les concernant. Voilà. Okay. Petit aparté de ma part sur l'histoire. On aime ça. Bah écoute, merci Albert. Je vais vous faire vite fait un petit rapport de forme de notre adversaire. Donc le SC Bastia, c'est 5e de Ligue 2. Même, c'est 9 victoires, 7 défaites, 4 nuls. C'est 60% de victoires à domicile. C'est pas négligeable. C'est pas une équipe qui marque beaucoup. Hein. Ouais, c'est la pire attaque de Ligue 1, non ? De Ligue 2 qui marque souvent ces matchs. C'est seulement 19 buts marqués. Donc je sais pas si c'est vraiment la pire, mais ça met pas plus d'un but. La dernière fois où ils ont mis 2 buts, c'était face à Annecy. Ils ont gagné 2-0. Là, ils ont gagné 1-0 contre Grenoble. Il n'y a pas de gros buteurs qui s'étirent un peu de cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs à 3 buts, mais il n'y a pas de buteurs qui s'échappent de l'effectif. Il y a un homme fort, c'est Miguel Alfarella, qui a quand même 4 passes décisives. Après, donc, c'est quand même tout de même un adversaire solide à domicile. Messieurs, ça va être très difficile face à Sébastien. Selon vous, est-ce que c'est positif quand même d'enchaîner 3 jours après ce match où on a perdu 3-2 ? Est-ce qu'il fallait vraiment enchaîner tout de suite 3 jours après ou est-ce que là, ça peut nous tirer vers le bas ? La force de l'AS Saint-Etienne, et je vais juste donner une petite précision sur Bastia après, la force de l'AS Saint-Etienne, c'est aussi la profondeur de son effectif dans une semaine à 3 matchs. Les Verts auront la capacité à faire tourner, on l'a vu, on empile un peu les joueurs en ce moment, donc il y aura cette faculté à faire tourner, même s'il y a des blessures, attention, on l'a dit dans cette émission. Le deuxième truc, c'est qu'on a posé la question aux joueurs en conférence de presse, savoir s'ils s'attendaient à un accueil particulier du côté de Bastia, pas parce que c'est Bastia, mais parce que les Verts en avaient passé 5 au match aller. Et ça, il faut aussi le rappeler, c'est que le contexte du match aller, les Corses sont venus se faire humilier à Geoffroy-Guichard, et qu'ils auront sans doute un sentiment de revanche et surtout de ne pas reproduire ce qui s'est passé à l'aller. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, c'est essentiel pour l'AS Saint-Etienne de rejouer tout de suite et c'est un avantage surtout après une défaite. Par contre, est-ce que Bastia est l'adversaire idéal pour les Verts à Bastia, dans une dynamique aussi où vous avez perdu le match à la 90e, eux, ils l'ont gagné à la 90e cette semaine. Donc, ça ressemble quand même au pire adversaire pour la Saint-Etienne qu'on pouvait imaginer. Oui, surtout qu'un déplacement en Corse, c'est toujours compliqué. Entre le déplacement, de toute façon, les Corses, c'est toujours compliqué à jouer. Et Bastia, oui, voilà, ça marque peut-être pas beaucoup, mais par contre, ça sait bien défendre et ça sait
Voilà, ça c'est tenir un score. Et puis voilà, si certes il n'y a pas de vrai buteur attitré, il n'y a pas de personnes qui marquent, mais si je peux mettre l'accent sur une personne, c'est Djoko, l'attaquant qu'ils ont récupéré à Dunkerque, si je me trompe pas. Ils l'ont récupéré. Il a fait certains matchs titulaires. Le dernier match, c'est lui qui marque. Il ouvre son compteur but sur le dernier match à la 90e. Ça va peut-être lui donner un peu de confiance et ça peut être un attaquant qui peut peser sur notre défense au vu de son physique et de sa présence au niveau offensif. Donc sur une défense qui nous va être un peu remaniée, on va dire ça comme ça, est-ce que ça peut pas jouer d'avoir un attaquant qui physiquement est présent et peut-être usant pour les défenseurs? Bah, t'as Et puis la dynamique. la dynamique et la défense, parce qu'ils ont pris 21 buts, dont 5 sur le seul match de Saint-Étienne. Donc voilà, c'est une équipe qui encaisse pas de but. J'ai regardé, ce qu'on a dit une petite bêtise, c'est pas la pire attaque de Ligue 2. Ils en sont pas loin, ceci dit. Et ils ont marqué, où est-ce qu'ils sont? Ils ont marqué 19 buts, les Bastiel, et les pires attaques, c'est Niort et Rodez avec 17 buts inscrits. Mais Ouais. défensivement, là, pour revenir sur mon propos initial, c'est une équipe qui prend pas de but. Donc qui va rien. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est morte de faim, qui va rien lâcher à domicile. Ouais. Ça va être un match compliqué pour les Verts, hein, en toute franchise. Est-ce qu'on signerait pas d'ores et déjà pour un match nul avant le match? Ah bah complètement, parce que comme je disais, la dynamique elle est en leur faveur. Ils sont 5e et on les a pas vu venir, Ah bon. sincèrement. C'était un peu le charme de la ouais. Ligue 2 aussi. Hein. Ouais. Tout à fait. Mais avec une telle dynamique, alors on peut espérer. Alors je croise les doigts, tout ce qu'on veut, naïvement que un complexe de supériorité, un match qui pourrait être considéré comme facile car gagné d'avance, eh bien il pourrait le prendre par-dessus la jambe et peut-être ça pourrait nous laisser une petite chance. Mais sinon, effectivement, sportivement, actuellement, on n'a pas les armes pour réussir un résultat à Bastia. On va espérer, on va essayer, mais bon, le contexte ne nous est pas favorable. Oh, après. Après, Albert, moi, Albert, là où je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Albert, sur le fait qu'ils vont pas nous prendre de haut. Quand Oui, tu as c'est pris vrai. 5-0, tu prends pas l'adversaire de haut. Quand tu l'as pris 5-0 à Oui, domicile, on peut tu se peux être dire sûr que tu vas tout ils faire auront pour pas, le. ils peuvent se dire qu'ils n'auront pas en face d'eux un Crasso en feu parce il leur a mis 4 buts et depuis d'ailleurs le match, les commentateurs de beIN Sport l'ont souligné, hein, il n'a plus marqué un but dans le jeu depuis ce match-là. Depuis contre Bastia, il n'a marqué que des pénaltys. Alors, peut-être. Alors, Crasso, je l'ai trouvé bon, moi, contre Sochaux. C'est pas loin d'être ton meilleur joueur hier quand même. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je mettrais Mouefek devant, mais effectivement, Ouais, t'as je suis raison. d'accord. Je suis d'accord. J'ai bien aimé Crasso. Mais il aussi, il a une revanche à prendre. Il ne marque plus. Il a très peu d'occasions. Donc peut-être que c'est aussi l'occasion pour lui de rebriller à nouveau. Parce que lui, il a quand même beaucoup à gagner à terminer cette saison. Meilleur buteur. Oui, meilleur buteur et de la meilleure façon possible, vu le départ qui se prépare. De toute façon, les gars, les craintes, elles sont pas offensives pour ce match de mardi. Enfin, on sait que Crasso, Charbonnier, dans un bon jour, c'est des joueurs qui sont largement au niveau défensif. de ce championnat. Voilà, dans la transition, au milieu de terrain, on sait que c'est correct. Cette association Bouchoirie, Mouefek, j'espère réellement qu'elle va être reconduite du côté de Bastia parce que je trouve que c'est 3 joueurs qui vont très très bien ensemble. Par contre, voilà, ça a été l'objet d'un débat tout à l'heure. La crainte, elle est défensive pour les Verts à Bastia. Si vous êtes capable de ne pas encaisser de but, on peut penser que les Verts ramèneront quelque chose. Maintenant, dans quelle mesure et dans quelle proportion les Stéphanois vont être sérieux défensivement, ce match de Sochaux a réveillé quand même un peu des vieux démons dans l'inconscient des supporters. Prenez 3 buts, hein. Prenez 3 buts hier. Hein. C'est au niveau défensif. Depuis que tu as récupéré l'Arseneur, tu te dis bon, ça y est, tu prends pas de but ou t'en prends très peu, ça va, tout va bien. Et finalement, tu te dis que l'Arseneur ou pas, t'en prends 3 contre Sochaux. Alors voilà, là t'as pas, on va dire, tu vas nuancer le truc en te disant que Bastia n'a pas la même arme offensive que Sochaux. Donc
est-ce que tu peux avoir avoir moins peur de l'attaque de Bastia, peut-être, dans un sens. Après, oui, c'est clair que ta défense, comment elle est démunie, tu peux en avoir peur. Et puis surtout, c'est que la défaite face à Sochaux nous empêche de griller un joker. Parce que si on avait battu Sochaux, on aurait pu se dire, on peut se permettre de perdre à Bastia. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Hein. Les résultats ne nous ont pas été si défavorables que ça cette journée, malgré notre défaite, puisqu'on est encore à 3 points du premier non relégable Dijon. Mais 2 défaites de suite, la situation commencerait de nouveau à se tendre sérieusement, alors qu'on aurait pu supposer que Laurent Batles avait un minimum de sérénité devant lui. Et il l'a plus. Très clairement, il l'a plus. Donc, Et au-delà de ça, est-ce qu'il doit reconduire aussi son 4-4-2? Est-ce qu'il doit garder le même système ou est-ce qu'il peut changer d'un coup comme ça? Moi, je vois mal le fait qu'il change. Pour moi, tu dois garder une certaine stabilité, même si tu changes des joueurs, la stabilité de ta compo, elle doit être gardée. Parce que sinon, ça va encore brouiller les joueurs. Et là, non, mais ils vont être perdus. on a peu de certitude, mais on en a encore moins dans son 3-5-2 du début de saison. Hein. Surtout, t'as pas les armes. Tu peux pas. T'as plus de latéraux. Tu vas jouer qui Tu vas faire revenir Lenny Pintor, qui est pas dans le groupe depuis 2 matchs, pour le refaire jouer piston, ou tu vas aller rechercher Anas Namri, qui a joué en National 3 face à Feur ce week-end. C'est des solutions qui sont pas viables. Je veux dire, tu vas rester dans ton 4-4-2 sur un schéma très rassurant, très classique. Voilà, tu as cette propension à basculer sur un 4-3-3, un 4-2-3-1. Les animations, ça change de toute façon au cours d'un match. Un système, c'est pas figé. Mais ouais, en tout cas, je le vois pas du tout repartir sur une défense à 3 centraux. Même si la question, effectivement, peut se poser parce que Denis Sapia est capable de jouer dans l'axe, dans une défense à 3. Mais ça veut dire qu'à droite, tu vas rechercher le petit Namri. Tu vas te saboter si tu fais ça. Enfin, à mon sens, tu te sabotes si tu fais ça. Oui, je suis d'accord aussi. Après, normalement, il y a le retour de Bouchoirie qui devrait remplacer Bonconduit. Alors, est-ce que c'est un match pour Bouchoirie? C'est pas certain non plus. À l'aller, c'était son match. Ah ouais. À l'aller, c'est l'aller où il explose aux yeux de tout le monde. C'est là où c'est vrai. C'est là où on le compare à Messi. Dans le coupe-gorge qu'est le stade de Bastia. Ouais. Et il y a Lamine Fomba. Je pense qu'on a oublié Lamine Fomba qui vient d'arriver. Est-ce que Lamine Fomba peut pas dépanner en défenseur central? J'y ai pensé. Il a joué un seul match dans sa carrière en défenseur central. Il joue beaucoup milieu défensif. Il a joué un seul match, j'ai regardé, en tant que défenseur central. Est-ce que ça peut pas être lui, le remplaçant de Briançon, pour éviter le grand Giraudon Non, mais t'imagines les centraux que sont Nadé, So, Petro, Giraudon. T'as un mec qui arrive qui a un 6 et il va jouer def central à ta place. Pour moi, tu vas tuer ton groupe si tu fais ça. Et après, est-ce qu'il en a la capacité? Pour répondre à ta question, j'en ai absolument aucune idée. Sans aucun automatisme, aucun entraînement. Ouais, il aura une mise en place. Il aura. Est-ce que Lamine Fomba, peut-être. C'est pas possible. Alors peut-être le faire rentrer en tant que 6. Le faire rentrer en tant que 6, pourquoi pas. S'il est si bon que ça, si c'est vraiment voilà, il semble-t-il très athlétique et ça manquerait à la Saint-Etienne si j'en crois ce que j'ai lu. Alors pourquoi pas le faire débuter à la place de Bouchoirie si on peut estimer que Bouchoirie physiquement ne tiendra pas la route. Mais même, je pense qu'il sera plutôt remplaçant. Je pense que Bouchoirie remplacera poste pour poste. Non, peut-être pas poste pour poste, mais numériquement, t'as raison, parce que tu as économisé Lobry sur le match de Sochaux. Il a joué 45 minutes, donc il sera opérationnel. Aymen Wefek, de sa propre confession, est en très grande forme physique. Il se sentait encore la capacité de jouer après la rencontre. Donc c'est plutôt rassurant, même si je sais que le staff est très très vigilant sur Aymen Wefek. Ils écourtent parfois ses séances. Voilà. Aymen, c'est un joueur qui est tellement volontaire qui sent pas forcément venir la fatigue et qui sent pas venir les blessures. Donc le staff est hyper vigilant aux petites alertes qu'ils peuvent avoir sur Aymen, notamment sur les alertes, vous savez, sur les datas que les joueurs ont. Donc voilà, mais j'ai du mal à imaginer que Aymen ne débute pas ce match. Et puis le retour de Bouchoirie, il est évident à mon sens dans cette rencontre. Donc Fomba, je sais pas. On posera la question à Laurent Batles demain en conf. Hein. J'ai eu cette idée-là parce que on a quand même recruté un 6, un mec athlétique, un mec qui sort pas de n'importe quel club non plus. Il a de l'expérience du coup en Ligue 2.
hein, parce qu'il vient de Nîmes. Donc du coup, est-ce que et bon, vu que voilà, il avait déjà joué une seule fois en tant que central, je me suis dit pourquoi pas, vu que la problématique de Petro va peut-être être à gauche, donc du coup, ta seule opportunité c'était vraiment Giraudon. Donc est-ce que voilà, Fomba pouvait pas faire Non, mais ça? je le vois plus remplaçant, Oui. justement remplaçant Bouchouari au bout d'une heure de jeu quand celui-ci commence, on le voit bien sur certains matchs, commence à peiner. On l'a vu contre Niort notamment, 2-3 passes, 2-3 mauvaises passes ont fait qu'il fallait qu'il sorte. Oui, dans cette configuration-là, on peut estimer que Fomba pourrait faire l'affaire pour ce premier match, sans aucun automatisme, sans aucun entraînement. Oui, c'est ça le Je pense souci que c'est aussi. la meilleure, voilà. Oui, c'est peut-être la meilleure option. le temps aussi qui fait qu'il pourra pas faire comme ça. Ça, c'est sûr. Faudra voir. En tout cas, ce qui est factuel avec Laurent Batles, on peut lui faire Ouais, du beaucoup coup, de reproches. Excuse-moi, je donne la parole tout de suite. C'est que si t'es bon à l'entraînement, tu joues. Ça, c'est une Vas-y, Paul. réalité du côté de Laurent. Je te redonne la main, Bastien. Ouais, du coup, moi, je voulais qu'on passe un petit peu au pronostic du match. Alors, votre prono, votre scénario idéal pour ce Bastia Saint-Etienne. On va commencer par Melvin. Petit prono. Oh, bah disons que bah écoute, moi d'habitude j'ai cette fâcheuse habitude à me dire que Briançon va nous sortir une belle tête. Malheureusement, je commence à avoir un prono faux si je dis ça. Donc non, je dirais une courte victoire quand même de l'ASS. 1-0. Je nous vois voilà faire un match essayer de faire un match solide défensivement malgré l'absence du coup de ton capitaine. Et un mec qui est en forme et qui est bien au-dessus au niveau attaque, je dirais Charbonnier en tant que buteur. Je pense que Charbonnier est Ah capable. ouais. Sa flex annonce même les buteurs, quoi. Ouais. Incroyable. Pour moi, Non, mais, pour moi quelque chose Charbonnier qui est, voilà, est au-dessus. Et pour moi Charbonnier te permettra d'en marquer même encore. c'est cette faculté, oui. C'est un vrai neuf, c'est-à-dire que tu lui balances un ballon dans la surface, il est capable de t'en faire une merveille. Même à la C'est cette 90e. faculté à cadrer. Cette faculté à cadrer qu'on n'a pas jusque-là, Ouais. qui est extraordinaire chez lui. Si on demande On voit bien, l'Aubry à la même occasion, mais presque, bien que ce soit sur son pied droit. Il glisse. Il glisse. Et en plus il vient de rentrer et c'est dur, il est pas frais, il est tout frais en fait, donc c'est ça le souci aussi. Le but de Charbonnier est bien plus difficile. Ah oui, bien sûr. Oui mais bon c'est Bien Charbonnier. plus difficile. Ils jonglent. Oui, c'est ça, c'est cette faculté à cadrer dans n'importe quelle position qui fait qu'effectivement, on peut considérer que ça peut être. Mais il en a une dans le match. Le buteur prévidentiel. C'est le buteur prévidentiel. Notre buteur providentiel, ça c'est clair. Alors pour moi, mon pronostic, de toute façon, dans toute ma vie, j'ai jamais pronostiqué autre chose qu'une victoire des Verts, quelle que soit la situation. Donc je ne peux pas faire T'es autrement. pas lucide, Albert. T'es pas lucide. Faut être plus Pas. lucide que Je ça. peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas faire autrement. Donc allez, 2-1 parce que bon, défensivement, ça va être compliqué. Et puis moi je l'ai encore pas vu cette année. Je veux que Bouchouari nous plante un but. Il le mérite. Sincèrement, ce serait bien. Voilà. Contre Niort, il a failli. Voilà. Qu'il nous plante. Et le deuxième, pourquoi pas Crasso. Pour laisser reposer Charbonnier. Voilà mon pronostic tout à fait objectif. Ben moi, je vais pas me risquer sur un buteur, les gars, parce que je vois bien un bon 0-0 du mardi soir. Voilà. Je comprends aussi. Voilà. Ah, ça prend pas de risque, là, c'est sûr. Ah bah, ceci dit, le 0-0, c'est sans doute le score le plus dangereux à pronostiquer. Oui, après Oui, c'est celui aussi qui peut paraître le plus logique aussi dans un sens. Un mardi, t'as joué le samedi, les organismes vont être un peu fatigués, tout ça. Donc ouais, c'est pas non plus. Après, en toute honnêteté, la Ligue 2, hein, tu jettes une pièce début du match et Oh, mais c'est c'est un ça, peu ça, hein, les Ah matchs. bah de toute façon, tu la gagnes au toast. Hein. Tu la gagnes au toast. Non, mais c'est une réalité. Hein. C'est vrai que C'est malheureux. c'est un football où la Ligue 2, il y a quand même pas énormément de logique. On parlait du classement de Bastia. Je me souviens aussi du classement de Grenoble il y a quelques semaines. C'est des équipes, on les a vues jouer. Hein. On a vu ce qu'elles ont produit à Saint-Étienne quand elles sont venues. Tu te dis, c'est bien payé, hein, 4e et 5e de Ligue 2 pour ces clubs-là. Même Sochaux. Hein. Sochaux, attention, belle équipe. Mais j'ai pas trouvé qu'on était non plus sur une équipe qui était transcendante. Hein. Ah mais en Ligue 2, il n'y a aucune équipe qui peut te. Alors c'est il fou. y a Le Havre qui a toute la réussite pour eux. Ils ont tout pour eux. Bordeaux, ils ont tous les pénaltys, c'est ça que t'allais dire?
Aussi. je voulais pas parler de nos amis bordelais, on va pas nommer. On peut Voilà. chambrer. Le Havre est premier par tout, ils ont tout. Que ça soit encore ce week-end, ils arrivent à égaliser dans un match où ils sont pas exceptionnels. Voilà, hein, c'est la réussite du champion, on va dire ça comme ça. Champion, Voilà, c'est ça. exact. C'est sûr. Et nous, on a complètement l'inverse de Le Havre, quoi. On a tout qui est contre nous. T'as l'impression. T'as cette impression-là. Donc après, oui, c'est sûr qu'en Ligue 2, de toute façon, c'est tellement un championnat qui est homogène et pas homogène. C'est-à-dire que tout le monde peut battre tout le monde et tout le monde peut perdre contre tout le monde. Ça, c'est horrible. Bon, et toi, Bastien? Très bien. Moi, je vais pronostiquer un petit match nul, mais je pronostiquerai pas de 0-0 pour moi. Je pense qu'au contraire, ça va être un match un peu bizarre, on va pas comprendre, donc ça va être un 2 partout. Ça va être n'importe quoi, je sens. Hein. Ça va être n'importe quoi comme match. Et je vois bien un but de Victor Lobry. Pourquoi pas? Et je vois un but de Gaëtan Charbonnier encore une fois. Parce que c'est Gaëtan Charbonnier. Et parce qu'il Il est trop capable fort. de tout. C'est notre buteur. Bon, super. Voilà. Sur ce, messieurs, je vous remercie en tout C'est cas. super sympa. Merci à vous. Merci de l'invite, les Merci gars. à toi, Paul. Bah, merci de l'invite. Merci d'être venu. Ouais. Super sympa de t'avoir connu. Ouais. Je Tu reviens quand je tu suis veux. pas encore mort, hein, les gars. Toi, Super, ça va t'avoir connu. Pas mal, ça dit. j'ai pas compris qu'Albert ne voulait plus de moi. Voilà. Non, mais tu reviens quand tu veux, Paul, il n'y a pas de souci. Ah, Ouais, mais- Albert. Ah oui, non, mais c'est vrai que je te connaissais pas jusqu'à maintenant et que c'est super sympa de pouvoir discuter avec un amoureux des Verts au plus près du terrain. Ça, c'est Ouais. encore, c'est toujours. C'est un peu la particularité de mon métier. Je suis journaliste et supporter à la fois, ce qui est très compliqué. je suis d'accord. Moi, je pourrais pas. Moi, je pourrais pas. De toute façon, vous l'avez. Être lucide dans des moments. Non, Tu ne l'es pas, hein, clairement. Tu n'es jamais Ouais. très complètement objectif. Tu essayes de l'être. Hein, tu te mets un peu des garde-fous, barrières, mais ouais. tu n'y arrives Tu pas. peux pas. Ouais, c'est ce qui est normal. Moi, je pourrais pas. Très, voilà. Je peux... Mm. Oh, donc. Bon, en tout cas, merci. Merci, Paul, d'être venu. C'est super sympa de ta part. Merci à vous, Melvin et Albert, d'être là, d'avoir été là. Et merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. Merci à vous. Et Ouais, puis, de toute merci à façon, on se dit donc à la semaine prochaine pour le débrief du match de Saint-Étienne-Annecy. Et puis, le replay sera disponible très rapidement sur la chaîne YouTube d'Actu Sainté pour ceux qui veulent le revoir. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, à Merci bientôt. vous, messieurs. Merci, Ciao. à bientôt.